74e Assemblée générale des Nations Unies, tous les leaders et les dirigeants du monde se sont regroupés ayant un bagage de priorités et de dossiers importants et prioritaires à discuter et à négocier, chacun aspirant à retourner dans son pays respectif en ayant suffisamment d'accords et en ayant pris des pas ou effectué des pas et des initiatives importantes pour que son pays puisse aller de l'avant. Parmi les questions prioritaires de l'Égypte et ses dossiers figurent le développement durable, évidemment l'économie, le climat et les changements climatiques, la couverture médicale, notamment la campagne baptisée 100 millions de personnes en bonne santé et le virus C et les autres maladies chroniques telles l'hypertension et l'obésité et évidemment la lutte contre le terrorisme. Pour nous donner plus d'éclaircissements sur les dossiers égyptiens et sur les rencontres effectuées par le chef de l'État avec les hauts dirigeants américains, y compris les dirigeants du secte anglican américain. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à l'université Paris 8. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Je vais commencer par la pyramide renversée. Aujourd'hui, le chef de l'État, parmi les rencontres qu'il a eues, il a reçu la délégation du secte anglican américain. À votre avis, pourquoi ? Parce que ce secte, il est connu par son soutien inconditionnel à Israël, à l'idée du sionisme. Ça s'appelle le christianisme sionisme, c'est-à-dire à l'établissement de l'État d'Israël biblique. Et ils ont un poids assez important, un poids électoral dans toutes les élections américaines. Et ils ont un lobby à Washington qui est assez impressionnant. L'ancien président américain George Bush avait parmi presque tout le camp qui l'entourait était des anglicans américains. Alors, je salue l'idéologie du président Sisi, c'est qu'il fait souvent l'approche à tout ce qui est assez extravagant dans la situation politique. C'est-à-dire, à un certain moment, on parlait des anglicans qui sont pro-Israël et qu'ils sont un ennemi de ce qui se passe dans les pays arabes. Or, cette rencontre, c'est une étape audacieuse de l'Égypte et du président de parler tête à tête avec ces gens, de comprendre quels sont les principes qu'ils ont comme conviction, de leur expliquer la réalité. Surtout que l'Égypte, c'est un berceau de toutes ces religions. Et que le président était, dès le premier jour, il parlait que l'Égypte va redevenir encore une fois ce berceau humain et théologique. Alors cette rencontre, c'est une approche. C'est de comprendre ces gens-là, pourquoi ils adoptent ces pensées, pourquoi ils pensent que la terre promise du peuple élu biblique, c'est la seule solution et qu'il n'y aura pas d'autre. Alors, il faut comprendre pourquoi ces gens pensent comme ça. Il faut expliquer notre point de vue en Égypte, que l'Égypte n'est pas un pays hostile à une telle ou telle religion. C'est un pays ouvert à tout le monde, sauf qu'il faut garder les principes des droits humains à tous les peuples. C'est pour cela, je crois que une telle rencontre, je crois que le président ici a mis les points sur les i. Il a expliqué notre point de vue. Il a entendu leur point de vue. Ce n'était pas par hasard qu'il a rencontré ces gens-là. Il sait très bien qu'ils ont un poids. Il sait très bien qu'ils peuvent influencer l'opinion publique américaine qui est assez religieuse. Et qu'il faut un autre aspect qui soit introduit à ce lobby. Donc c'est une approche très intéressante. Je crois qu'ils ont un intérêt à venir en Égypte, à visiter l'Égypte, à voir le multiculturalisme qui existe, les monastères, les églises, les mosquées et aussi les synagogues qui existent en Égypte. L'Égypte avait une communauté juive assez importante, que l'Égypte est un pays multiculturel, mais elle a des principes importants qu'il faut écouter concernant le Moyen-Orient.
Comme je l'ai dit dans mon introduction, tous les chefs et les leaders du monde se sont orientés vers New York, et chacun ayant un bagage, que ce soit un bagage de dossiers importants, un bagage de conflits à régler, un bagage d'aspiration aussi, et d'espoir de conclure des accords et d'aller de l'avant. Parmi les dossiers importants de l'Égypte figure le développement durable. Quels sont, d'après vous, les projets ou les initiatives qui incarnent notre concept de développement durable? En quoi consiste le développement durable en Égypte? D'abord, l'industrie de l'électricité. On se souvient très bien que le président ici a entamé les discussions avec Siemens, la compagnie allemande, pour qu'on ait en Égypte une base d'industrie électrique géante, et on a réussi à la faire. Et c'est un succès inédit dans l'histoire moderne de l'Égypte, qu'on est maintenant un pays qui a une autosuffisance d'électricité, avec des centrales d'électricité assez importantes, comme Siemens l'avait même affirmé. C'est le plus grand au Moyen-Orient. On va exporter l'électricité après ça à d'autres pays. Même maintenant, avec la reconstruction de la Syrie, on a l'offre aussi à faire cela. On le fait déjà avec le Liban et avec l'Afrique, bien sûr. Alors ça, c'est un projet assez important. Il y a d'autres côtés aussi, c'est que les nouvelles villes qui sont en train d'être construites, à l'Amen, on a construit 14 villes sur un standard mondial inédit. Je crois que le président ici a mis sur la liste des priorités, il y a les projets du développement durable. Et ce genre de projet a besoin aussi de coopération internationale et aussi continentale avec l'Afrique. C'est pour cela, comme vous venez de dire, chaque président il vient avec le fardeau, avec les dossiers qu'il a. L'Égypte, cette fois-ci, porte un double dossier, le dossier égyptien et le dossier de l'Afrique, parce qu'on est le président de l'Union africaine. Donc le développement durable, comme le président ici l'avait affirmé à nos partenaires européens à plusieurs reprises, si vous voulez arrêter l'immigration clandestine que l'Égypte a combattu de A à Z jusqu'à maintenant, on n'a pas fait le chantage que la Turquie est en train de faire avec l'Union européenne, mais il faut savoir qu'il faut non seulement empêcher ces jeunes de l'Afrique de l'immigration clandestine, mais il faut les aider à avoir la possibilité d'entamer des projets de développement durable, que ce soit en Afrique ou que ce soit même en Afrique en général, ou même dans les nouvelles villes en Égypte, parce qu'on est ouvert à tout le monde pour l'investissement, le secteur du canal du Suez, ou même les villes d'Al-Amin, ou la capitale administrative. Donc la vision de l'Égypte, la vision du président, c'est que ce type de projets vont aider les jeunes, vont les focaliser sur un point de développer leur propre pays et ne pas avoir ces rêves de partir en Europe et de trouver un avenir meilleur là-bas, ce qui s'est avéré après que c'est un cauchemar. Outre le développement durable, il y a des questions relatives à la santé et à l'assurance maladie. Et le chef de l'État a parlé d'une couverture universelle. À votre avis, que veut dire couverture universelle au niveau, quand on parle de santé pour les Égyptiens? C'est une initiative d'abord faite par le président pour le développement de citoyens égyptiens lui-même, parce que si on n'a pas la couverture universelle qui couvre tout, la chirurgie, l'hospitalisation, après, même l'urgence, comme ça existe en France, si on n'a pas ce genre de couverture, le citoyen ne sera pas capable de travailler, à œuvrer. Et là, c'est une vision complémentaire, parce que le président demande aux gens, et surtout aux jeunes, d'aller travailler. Voilà les possibilités dans les nouveaux projets, mais il faut leur aider aussi à avoir les moyens de soins, c'est-à-dire les soins médicaux dans les hôpitaux, qui sont accueillis, qui n'ont pas une liste d'attente. Comme le président a dit que le virus C, il n'y a plus de liste d'attente. Et ça, c'est une étape primordial, c'est-à-dire que le citoyen sente que l'État prend soin de lui, que l'État a un intérêt que ce citoyen soit physiquement capable à œuvrer, à travailler. Ça encourage. Et ça encourage aussi
le fait que les sacrifices économiques qu'on avait faits, c'est-à-dire comme ça existe en Occident, c'est-à-dire ces sacrifices, que ce soit les taxes, que ce soit quoi que ce soit, l'argent est investi dans d'autres projets. Ça ne part pas comme ça dans l'air. Non, cette couverture sociale, cette couverture de santé universelle, c'est une garantie pour le citoyen que chaque livre égyptien dépensé, c'est pour la protection de sa santé, de sa famille et de toute la société. Profitant de ce que vous veniez de dire, l'initiative a été lancée pour le nouveau système d'assurance maladie et ça a été appliqué à Port Saïd et ça va être généralisé sur tout le gouvernorat. Comment évaluez-vous la première démarche, c'est-à-dire la première expérience de Port Saïd? Bien sûr, c'est une étape très étudiée parce que Port Saïd, c'est un État, un gouvernorat où il y a vraiment eu assez de changements pendant les dernières années et actuellement aussi. Là-bas, la réaction des gens, elle est toujours un indice de plusieurs choses. Et je trouve que le fait que le ministère de la Santé a commencé cette étape là-bas, il y a déjà des signes positifs. Mais bien sûr, il y aura d'autres étapes, c'est juste le début. Rien n'est fait le jour au lendemain. Mais je crois que l'État a commencé à faire les étapes. Ça n'existait pas il y a 40 ans avant. C'est pour cela on dit qu'il faut donner un peu de temps pour que les choses soient mises sur la bonne route, le bon chemin. Et je crois que c'est une initiative de l'État à dire à ce gouvernorat, par exemple, que voilà, il y a une initiative positive, profitez, il faut travailler ensemble, il faut œuvrer ensemble. S'il y a des charges ou des taxes après, c'est parce que tout ça, ça aide à construire ce modèle de garantie et de protection de santé. Donc, je suis d'assurance sociale, assurance maladie. Je crois que ça va être après ça le modèle, ça sera répondu après. Et il faut que les médias travaillent sur ce dossier instamment pour faire comprendre aux gens que vous êtes de la priorité. L'homme égyptien, le citoyen est de la priorité du président et du système. Il y a aussi la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un dossier universel à l'heure actuelle. Il y a quelques années, peut-être que l'Occident estimait que ça concernait une certaine région où c'était un peu localisé, mais maintenant tout le monde, le globe terrestre a compris que personne n'était épargné et que ça se répandait pour une raison ou pour une autre. À votre avis, quels sont les outils jusqu'à maintenant, d'après ce que vous avez suivi par les médias? Où en sont-ils arrivés jusqu'à présent concernant les modalités de lutte contre le terrorisme? D'abord, la guerre actuelle, c'est une guerre qui n'est pas traditionnelle concernant la guerre contre le terrorisme. C'est une guerre de renseignement, c'est une guerre d'information, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est un outil incontestablement redoutable et qui peut changer la société du jour au lendemain. Et aussi, il y a la protection des frontières. L'Égypte est dans une situation assez, assez critique par rapport qu'on a un problème avec les groupes terroristes à l'ouest, c'est-à-dire la Libye, l'est avec le Sinaï, et le sud, on a aussi un État comme le Soudan qui a une instabilité. Qui dit instabilité dit infiltration de certains groupes. Et on a aussi, bien sûr, le défi maritime avec nos ressources gazières et le conflit avec un pays comme la Turquie qui soutient le terrorisme en Syrie et en Libye. Donc c'est clair qu'on a un défi un défi exceptionnel. Sauf que, heureusement,
qu'on a une institution militaire prestigieuse qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur comment combattre le terrorisme avec des modèles, avec un système très adapté. Par exemple, avec la question de la Libye, ce sont toujours les véhicules de pick-up qui sont utilisés par les groupes terroristes. Donc, ça nécessite une mobilité et aussi une efficacité des forces spéciales de l'armée pour combattre cela. Et nous, on a prouvé qu'on a une efficacité exceptionnelle et une performance extraordinaire dans ce domaine. Il y a aussi la guerre qui existe dans le Sinaï, c'est-à-dire que c'est une guerre dans les montagnes, et c'est très critique aussi. Donc ça a une autre spatialité. Et aussi la guerre maritime, comme je viens de signaler. La topographie joue aussi, car c'est une topographie difficile. Et très difficile, et ça compte aussi sur le pouvoir d'avoir, non seulement d'acquérir l'armement approprié, parce que si vous n'avez pas les hommes qui savent travailler, ça ne sert à rien. Et nous, on a les meilleurs dans le monde, les meilleurs soldats à utiliser. Moi, j'étais en France et j'ai entendu par beaucoup de spécialistes qui parlaient des rafales. Lorsqu'on a eu, ils disaient les pilotes égyptiens, on a mis un espace de 1 à 2 mois d'entraînement. Dans 15 jours, ils étaient capables de piloter ces avions qui sont très compliqués. Ils ont dit, le pilote égyptien, il a montré une capacité d'intelligence assez exceptionnelle à comment utiliser la technologie. C'est pour cela ces pays européens, nos partenaires, ils n'ont pas hésité à nous vendre les Mistral, à nous vendre les Rafales, le Go-Wind. On a maintenant des industries militaires avec d'autres pays comme la Russie. C'est parce qu'ils savent que d'abord la doctrine militaire égyptienne dans le combat du terrorisme, jamais il y a une agression contre notre pays. C'est une défense nationale, défense régionale, défense des intérêts géopolitiques et géostratégiques aussi, c'est-à-dire nos amis en Chypre qui sont parfois harcelés par la Turquie, on est là pour eux. Eux, ils sont avec nous souvent en Méditerranée. Donc c'est une coopération régionale exceptionnelle. L'Égypte est un pilier dans ce combat. Le président Abdel Fattah el-Sisi, il a expliqué ça à ses homologues en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Et surtout en France, il y a le cas, par exemple, le combat du terrorisme en Libye. Et on a expliqué à nos amis en France qu'il faut soutenir l'armée nationale guidée par le maréchal Khalifa Haftar. Le maréchal Haftar était une persona non grata, c'est-à-dire qu'il n'était pas accepté en France. Mais grâce à la diplomatie égyptienne, grâce aux efforts du président Sisi, on a pu leur expliquer que c'est l'homme de la situation, que l'embargo qui a été imposé sur Kadhafi n'a plus un lien de causalité maintenant, il doit disparaître. Il faut aider ce pays, cette armée, pour combattre le terrorisme. Nous, on aurait pu faire comme la Turquie ou d'autres pays et faire une ingérence, que ce soit une ingérence militaire, quoi que ce soit, mais ce n'est pas notre doctrine. Nous, on insiste sur le point que le peuple libyen doit se défendre lui-même contre ce terrorisme. Bien sûr, on fournit l'expertise militaire, l'expertise sécuritaire. L'Égypte a une réputation excellente dans ce domaine. Mais il faut quand même qu'ils aillent les outils à faire ce combat. C'est pour cela, je crois que l'effort de l'Égypte, c'est un effort diplomatique, effort d'information et de renseignement. On a un système de renseignement extérieur qui est redoutable, qui est connu maintenant au Moyen-Orient, que ce qui s'est passé en 2011 était une exception. Mais maintenant, on a rebâti, on a reconstruit notre base de données. On a maintenant une expertise excellente dans le combat du terrorisme, parce qu'on fait la guerre partout, et aussi la guerre médiatique. On a Al Jazeera qui est contre nous. Imaginaire. Justement, si vous me permettez de vous interrompre concernant la guerre médiatique, est-ce que le fait d'essayer de déstabiliser ou de porter atteinte à la confiance de la population face à ces dirigeants, est-ce que c'est une nouvelle forme de terrorisme médiatique et sur les réseaux sociaux?
est-ce que c'est une forme de terrorisme? Bien sûr que oui. Nouvelle, ils l'ont essayé avant, mais cette fois-ci, je suis surpris que le président ici, il y a quelques années, il insistait sur un point, et aujourd'hui, ce point-là, il avait raison sur ce point. Il disait, je compte sur les Égyptiens. Et c'est vrai, on a vu qu'ils ont essayé, il y a quelques semaines, jusqu'à parler pour demain aussi, qu'il y aura de l'instabilité, mais la majorité écrasante du peuple égyptien, elle a une conscience, elle sait qu'on a passé par cette tournure avant, et ça ne va pas réussir. Justement, la communauté égyptienne aux États-Unis a fait une marche massive face au siège résidentiel ou à l'endroit où résidait le chef de l'État à New York en guise de soutien et pour soutenir ou pour montrer qu'ils sont d'accord avec ce qu'il a dit dans son discours. Vous l'avez dit, le chef de l'État représente l'Égypte, mais aussi représente l'Afrique en tant que président en exercice de l'Union africaine. D'après vous, quels étaient les dossiers africains les plus importants négociés ou exposés lors de la 74e Assemblée générale des Nations unies? D'abord, la question, bien sûr, du terrorisme qui angoisse la Libye, le Nigeria, Cameroun, Somalie, Kenya, Soudan. Voilà, 6 États qui sont très importants, un poids lourd dans le continent. Et les instabilités qui existent maintenant en Algérie aussi, et la situation assez critique un petit peu en Tunisie, donc c'est partout. Et je crois que le président, en tant que président de l'Union africaine, il a pris l'initiative non seulement à exposer ces dangers et qu'il faut aider le continent africain à combattre le terrorisme et à reconstruire économiquement, mais lui-même, hier, il a fait une rencontre, un sommet trilatéral avec le président de Somalie et le président de Kenya. Il a fait une conciliation entre les deux. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on sait que le groupe terroriste, il circule entre le Somalie, il traverse les frontières pour le Kenya pour créer des bases, pour créer des tensions en Afrique. Et tout ça, c'est la base stratégique de l'Égypte, c'est la base sud de l'Égypte, comme ils sont en train maintenant diplomatiquement de faire les tensions avec l'Éthiopie et le barrage de Renaissance. Donc le président a été très clair qu'il ne va pas ouvrir le chemin à ceux qui sont en train de mettre les mines pour empoisonner les relations des frontières sud de l'Égypte. Donc c'est de notre intérêt que la relation entre Somalie et Kenya soit des bonnes relations. Passons à notre dossier, c'est le dossier de barrage de Renaissance. Je crois que le président était très clair. Le président ici a montré dès le premier jour sa volonté de communiquer, de parler avec ses homologues en Éthiopie, d'entamer les séries de discussions. Dans son discours, il a montré que le refus de dialogue, ce n'est pas une solution. Je suis sûr qu'il y aura une série de dialogues après, mais tout le monde sait que l'Égypte est un pays qui n'agace personne, mais qui protège ses intérêts. Le Nil, c'est notre intérêt vital, et on ne va pas du tout oublier qu'il y a des relations historiques, culturelles avec l'Éthiopie. On va continuer à discuter, mais il faut savoir que l'Égypte a des intérêts qu'elle va protéger. Je crois que le président était très clair devant tout le monde. C'est une honnêteté qui est en accord avec le droit international. Il n'y a rien du tout contre à dire. On va agir s'il y aura une menace contre nous. Et je crois que le président était aussi présent dans toutes les discussions concernant les autres dossiers de l'Afrique, parce qu'il a mis les projets de développement économique pendant la présidence de l'Égypte. Et ces projets-là consistent à avoir des coopérations avec l'Europe, l'extérieur. Donc il faut leur expliquer nos problèmes en Afrique et comment on a besoin de ces forces de venir à nous aider.
Un des aspects importants aussi concerne, qui ont fait l'objet ou qui ont joui de l'attention par les dirigeants du monde, et peut-être que ces dossiers-là n'étaient pas abordés lors d'Assemblée générale des Nations Unies ou autres il y a plusieurs années, c'est le climat. Je pense qu'il y a une grande sensibilisation à l'heure actuelle vis-à-vis des problèmes climatiques. Encore une fois, le monde sait qu'il s'agit d'un seul globe. Pas seulement au niveau du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme, mais au niveau aussi de la protection de notre globe. Donc, quels sont les éléments les plus importants et la responsabilité ou les responsabilités qui ont été pointées du doigt par les dirigeants concernant les différents pays du monde? La question du climat est une question assez critique actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une vraie cause, mais parfois, il y a des forces qui essayent de passer un agenda quelconque pour faire des pressions sur d'autres pays. Je vais expliquer comment. Il y a par exemple la communauté de BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie et l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine. Et là, il y a un problème, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé avec les forêts d'Amazon et la pression qui a été faite sur le Brésil, aussi la pression qui est faite sur la Chine, sur la pollution et les questions industrielles. L'Égypte est un des pays, les pays les plus rares du Moyen-Orient qui a commencé à parler de ce sujet. Et je crois qu'on est clair sur le fait qu'on doit protéger notre planète. Mais aussi, il faut que ce soit une base commune à tous les pays. C'est-à-dire que même les puissances occidentales doivent respecter les mêmes règlements qui sont imposés, que ce soit sur un pays X ou Y, c'est-à-dire sur tout le monde. Et l'Égypte, bien sûr, parle au nom de l'Afrique, cela, parce que tout simplement, on a les forêts et on a les ressources d'agriculture en Afrique. Il faut protéger cela, c'est un poumon de la planète. Mais le président était clair sur qu'on est ouvert à la coopération. Et là aussi, je vous assure qu'on va entrer encore une fois dans le cercle de garder une cause légale, c'est-à-dire la protection environnementale, mais en même temps, on garder notre souveraineté, c'est-à-dire on ne va pas accepter certains règlements qui vont être imposés sur nous, sauf si c'est accord international signé par l'ONU. Qui va les imposer? Qui a le pouvoir de les imposer? Regardez par exemple, ça rentre dans la guerre médiatique. Par exemple, ce qui a été fait contre le Brésil il y a quelques jours, c'était une guerre médiatique à dire que le Brésil est en train de détruire la planète. Or, même le président brésilien, il avait dit bah, c'était ces incendies sont comment dire, une façon utilisée souvent par les agriculteurs là-bas pour implanter d'autres arbres après. Donc, c'est fait chaque année. Pourquoi cette année, on a commencé à parler de cela? Et aussi avec la Chine, ils ont commencé à parler de ce domaine de pollution parce que c'est un géant industriel. Donc, il y a une guerre qui est faite médiatiquement à dire que de tel et tel pays sont en train de polluer la planète. Mais nous, en Égypte, on parle des accords, c'est ça le problème, c'est ça ce qui est intéressant, les accords internationaux, les accords régionaux, qui se soient signés par tous et par tous les pays qui vont être sous le même règlement, c'est-à-dire un règlement imposé sur l'Égypte, ça sera imposé sur les États-Unis, sur la France et tous les pays. C'est juste d'avoir des règlements imposés équitablement alors qu'il y a de grands pays industrialisés qui, au contraire, ont eu quand même leur part la plus importante à détruire la planète? Votre question est excellente. Et c'est ça la question que nous sommes en train de poser maintenant, c'est-à-dire nous, on a aussi notre droit de construire des usines. Je ne veux pas dire polluer, mais si ces pays veulent vraiment nous aider dans le développement économique, qu'ils nous aident à avoir alors des institutions industrielles à la mesure de haut de gamme, à la mesure de protection du climat.
mais on ne peut pas nous exiger d'arrêter nos efforts de construction parce que, sous le prétexte de la pollution ou de garder le climat de la planète. C'est une arme double tranchante, il faut être très vigilant. Je crois que c'est très audacieux du président de parler de ce sujet maintenant devant une instance internationale, c'est-à-dire il a ouvert le sujet devant le monde entier à l'ONU. Surtout que, parmi les grands pays industrialisés, ils fabriquent à l'étranger, dans les pays asiatiques, là où vraiment c'est moins cher. Voilà. Et récemment, je pense qu'ils se sont orientés vers l'Afrique, je pense. Alors donc, on transfère la pollution ailleurs, on a nos produits sans toutefois polluer notre région. Donc il faut être vigilant quand même. Exactement, il faut être très vigilant parce que ça touche la souveraineté de ces pays qui gagnent aussi de l'argent de ces industries en Afrique. Donc il faut être très vigilant. Et n'oublions pas une chose, que ça cible aussi, comme vous venez de dire, en Afrique. Les usines qui sont en Afrique maintenant, ce sont des usines de la Chine. Donc ils veulent combattre la Chine où est-ce qu'elle est maintenant. Donc, très bien. De toutes les manières, il y a une grande campagne terrestre et peut-être extraterrestre contre le plastique. Les spécialistes se sont rendus compte après des années, après le premier morceau de plastique qui est apparu, je ne sais plus, depuis l'année 46 ou quelque chose comme ça, donc des années, presque un siècle, que le premier morceau de plastique sur Terre n'a pas encore, est toujours existant et que les poissons et les mammifères au fin fond des mers et des océans les avalent partout, parfois. Et donc, il y a une grande campagne à l'encontre du plastique. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a aussi une campagne actuellement sur la verdure. La verdure. Malheureusement, on a beaucoup à dire. Le problème, c'est que le plastique est remplacé par tout ce qui est papier. Les papiers, c'est contre les arbres. Alors, on ne sait pas quoi faire vraiment. Docteur Cherif Amir, vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris 8. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La 74e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État est toujours là, tous les dirigeants du monde sont là pour discuter de leurs causes prioritaires en espérant retrouver leurs pays respectifs avec des solutions tangibles. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.